Les 2 minutes réglementaires sont passées. Donc bonjour à tous. Je suis ravie de vous faire cette présentation. Donc je suis Sonia Fauchereau, la directrice des formations, de l'école Iris Sup. Je vais animer ce webinaire pour vous présenter les différentes spécialités qui sont proposées au sein de l'école. Je suis accompagnée, par ma directrice adjointe, Laura Bertetto, qui, va vous répondre dans le chat si vous avez des questions. Je vous précise quelque chose, tout de suite. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un problème technique, je vérifie. Monsieur Martinez, je ne sais pas si vous avez une question, si vous voulez l'écrire dans le chat. Continue, pardon. Donc, une petite précision pour commencer, c'est que je vais vraiment limiter cette heure qu'on va passer ensemble à la présentation des spécialités. Si jamais vous aviez des questions sur tout ce qui concerne les modalités d'inscription, les coûts, le financement, l'alternance, et cetera. Je vous invite à aller sur la, JPO à distance qu'on avait déjà faite, déjà organisée, où tout est expliqué. Si jamais vous ne trouviez pas les réponses à vos questions, d'aller sur le site de l'école où il y a une FAQ qui est très complète. Et si jamais il y avait quand même pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur l'adresse formation et nous laisser 48 heures pour répondre parce qu'on croule un peu sous les demandes d'inscription. Donc, mais vous aurez une réponse sous 48 heures. Bon, voilà, pardon, je vérifie qu'il n'y a pas de questions en même temps. Bon, bah, très bien. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une spécialité à l'école? Alors, il faut savoir que Kirisup délivre des formations professionnelles. À ce titre, nous, on vous forme à un métier pour que vous puissiez vous insérer dans l'emploi rapidement une fois que vous êtes sorti de l'école. Donc, il va y avoir un certain nombre de matières qui vont être enseignées en tronc commun. Par exemple, si je donne un exemple sur le titre d'analyste, ça va être comment mettre en place une veille. Ça, vous allez le faire avec l'ensemble des promos, l'ensemble des spécialités. Et ensuite, quand on va contextualiser cette compétence, là, par contre, vous allez avoir des cours de promo animés par des experts métiers qui sont vraiment spécialisés. Si je reprends l'exemple de la veille, quand vous allez être en promo, vous allez mettre en place une veille pour la prospective, une veille pour l'agriculture. Ce ne sera pas le même genre de site que vous allez mettre dans votre veille, etc. Et là, vous aurez des pros qui vont vous expliquer les choses. Donc, il y a vraiment, j'apprends la compétence, je contextualise ma compétence et ensuite, j'apprends des contenus qui vont être vraiment hyper spécialisés et qui vont développer votre expertise sur la spécialité que vous avez choisie. Par exemple, si vous choisissez de faire défense et sécurité comme parcours, vous aurez des cours sur l'industrie de l'armement. Vous aurez des cours sur la théorie de la conflictualité. Si par contre, vous faites la géopolitique des mondes agricoles et la sécurité alimentaire, vous allez avoir des cours sur les lobbies, sur les nouvelles menaces pour la sécurité des mondes agricoles. Donc là, on est vraiment sur l'idée de développer votre expertise pour que vous puissiez plus rapidement rentrer dans le monde du travail et vous destiner au secteur que vous avez choisi. Donc, c'est vraiment ce dernier point que je vais développer et à chaque fois, pour chaque spécialité, je vais répondre à 2 questions qui, en gros, pourquoi nous avons mis en place cette spécialité au sein de l'école et pourquoi, j'espère, elle vous correspond, donc que vous puissiez vous y retrouver et puis vous projeter, pour votre orientation, professionnelle. Donc, la présentation va se faire en 2 temps. Je vais commencer par les spécialités qui sont liées au titre d'analyste et puis ensuite, je vous présenterai les spécialités qui sont liées au titre de manager en projets internationaux, qui sont les 2 certifications professionnelles que nous délivrons au sein de l'école. Donc, je vous partage mon écran. Ah, là. Donc, on commence par le titre d'analyste. Alors, une précision, le rôle de l'analyste en stratégie internationale, c'est vraiment de comprendre et d'analyser les enjeux politiques, diplomatiques, économiques, stratégiques et sécuritaires du pays. L'idée, c'est vraiment qu'ils s'inscrivent dans une dimension anticipatrice et puis qu'ils puissent fournir une expertise pour aider à la prise de décision. Donc, au niveau de nos enquêtes d'insertion, qu'on est obligé de faire puisqu'encore une fois, ce sont des certifications professionnelles. Donc, pour que
France Compétences nous renouvelle les titres, on est obligé de prouver que ce métier existe vraiment. Et donc là, on a 86% des anciens étudiants certifiés de 2023 qui ont répondu à notre enquête. Ils occupent l'emploi dans les 6 mois de leur diplomation. Donc voilà, et 88% sont dans les activités visées. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a vraiment, ils occupent vraiment un poste où il y a écrit en gros sur la fiche de poste analyste en stratégie internationale. Vous avez d'autres métiers qui en fait sont très proches, mais là, voilà. Donc on est quand même à 88%. Ils font exactement ce métier-là, et sinon ils ont un petit peu ouvert leur cercle de compétences et font un métier proche. Le salaire annuel brut moyen est à 44 000 euros par an. Et la rémunération annuelle brute médiane à 41 000, parce que ça aussi, on est obligé de vous le demander. Donc, si jamais vous voulez aller vérifier ou chercher des informations sur le site de France Compétences, il faut taper le titre RNCP 40175. C'est un titre de niveau 16 qui veut dire qu'il correspond à un bac+5. Donc, avec ce titre, vous avez le choix entre 4 spécialités différentes. Donc, la spécialité géopolitique et prospective, risque géoéconomique et intelligence stratégique, défense et sécurité, et géopolitique des mondes agricoles et sécurité alimentaire. Alors, je commence par la petite dernière, donc la géopolitique des mondes agricoles et de sécurité alimentaire. Une précision, c'est que cette année, cette spécialité, comme elle est nouvelle, elle n'est disponible qu'en modalité présentielle. Ça veut dire que vous aurez cours les lundis et mardis, et pour ceux qui veulent faire de l'alternance ou un stage, vous serez en entreprise les mercredis, jeudis, vendredis. Donc, pourquoi cette spécialité ? Parce que nourrir durablement la planète est un défi politique, économique et logistique, environnemental, majeur du XXIe siècle. Parce que la production agricole et des marchés alimentaires est une affaire constante, mais en évolution permanente. Parce que derrière chaque assiette se cachent des enjeux de pouvoir, des datas, des dynamiques de santé publique, parce que comprendre les défis agricoles et ruraux, c'est anticiper les crises de demain et agir pour un monde plus stable. Parce que la sécurité alimentaire n'est plus seulement un enjeu agricole, mais une priorité géopolitique mondiale. Et parce que dans un monde en mutation, assurer la sécurité alimentaire, c'est garantir la paix, la justice sociale et la résilience climatique. Donc, cette spécialité est faite pour vous si vous voulez comprendre le monde à travers le prisme de ce que nous mangeons et produisons, si vous vous sentez concerné par les inégalités, le changement climatique, la souveraineté alimentaire. Si vous aimez aussi relier les enjeux locaux, c'est-à-dire ce qui se passe à côté de chez vous, aux dynamiques globales, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe des sols, des fermes, des filières, au marché, au conflit et au climat. Et puis devenir un acteur ou une actrice clé des différentes politiques agricoles de transition écologique. Donc pour nous, c'est vraiment un métier. Les métiers qui vont toucher à cette dynamique, à ces enjeux, sont des métiers d'avenir porteurs. Donc si jamais ça vous intéresse, ne pas hésiter. Le genre de cours que vous allez avoir, en plus de ceux que je vous ai cités tout à l'heure par rapport au lobby, par exemple, vous allez avoir tout ce qui est enjeu géopolitique de la souveraineté alimentaire et l'impact du réchauffement climatique sur les systèmes agricoles mondiaux et sur la sécurité, la souveraineté alimentaire. Donc, ne pas hésiter à aller vous reporter, là encore, au site, parce que vous avez vraiment le détail du programme qui est indiqué. Donc, si vous voulez avoir davantage d'informations. La spécialité suivante que je vais vous présenter, donc, c'est les risques géoéconomiques et l'intelligence stratégique. Donc là, cette spécialité vous est proposée aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc, petite précision, chaque fois que je parle de cours en présentiel, c'est des cours qui ont lieu le soir, entre 17h30 et 21h30, 2 soirs par semaine. Donc, pourquoi cette spécialité ? Parce que dans un monde globalisé et vulnérable, chaque décision économique devient stratégique. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment depuis l'élection de Donald Trump. La géoéconomie est quand même au centre de beaucoup de discussions parce que les entreprises et les institutions doivent aujourd'hui anticiper les risques de demain pour ne pas les subir. Parce que la guerre économique, les dépendances critiques et les rapports de force commerciaux redessinent les équilibres mondiaux. Parce que comprendre les enjeux géoéconomiques, c'est armer les organisations pour naviguer dans un monde incertain. Et parce qu'il faut des esprits formés pour transformer la complexité en avantages stratégiques.
Cette spécialité est faite pour vous, si vous voulez devenir un acteur clé d'intelligence économique, de la sécurité des organisations ou de la gestion de crise. Si vous êtes à l'aise avec les données, la réflexion stratégique, les enjeux d'influence à l'échelle mondiale, vous êtes attiré par les coulisses du monde économique, tout ce qui est chaîne de valeur, ressources critiques, rapports de force cachés et surtout illicites, et que vous voulez mettre vos analyses au service de décisions concrètes, donc que ce soit dans le secteur public ou privé. Les personnes qui intègrent ce parcours-là sont souvent des gens qui viennent d'écoles de commerce, par exemple, qui veulent, valider continuer leur parcours, à partir de ça. Sur la suite, alors, je vous propose de discuter du parcours géopolitique et prospective. Alors pourquoi cette spécialité? Parce que comprendre le monde ne suffit plus, hein. Il faut aussi apprendre à le projeter et puis à le transformer et que l'anticipation devient une, compétence, stratégique. Parce que les grands défis du XXIe siècle exigent une vision globale, une pensée critique et une capacité à se projeter dans l'avenir. Cette spécialité est faite pour vous, si vous aimez réfléchir en profondeur, remettre en question des évidences et imaginer des futurs alternatifs. Si vous voulez décrypter les grands bouleversements du monde et agir avant qu'ils ne deviennent des crises. Si vous êtes curieux des enjeux internationaux, sensible à la justice sociale, à la durabilité, à l'éthique et que, vous voulez bâtir un futur qui relève plus de l'utopie, mais, d'une nécessité, urgente et éclairée. On a beaucoup d'alternants qui suivent cette, spécialité et qui sont par exemple, au ministère de l'Environnement, du Climat. Le genre de cours que vous allez avoir dans cette, spé, c'est comment stimuler l'imaginaire, l'eau au cœur des enjeux géopolitiques et climatiques, anthropocène et gouvernance, pardon, et tout ce qui concerne l'avenir énergétique avec le défi des limites planétaires. Ensuite, défense et sécurité. Donc ça, c'est, le parcours, alors si jamais vous voulez vous inscrire à ce parcours, il reste très peu de places en présentiel. Donc voilà, j'en profite pour le dire. Pourquoi cette spécialité? Alors parce que dans un monde instable, la sécurité n'est plus une option, mais une exigence, stratégique. Parce que les lignes de fracture internationales ne cessent d'évoluer et que les comprendre, c'est le premier pas pour y répondre. Parce que défendre la paix nécessite une connaissance, fine des conflits, des puissances et des logiques de confrontation. Parce que face aux menaces hybrides, aux guerres informationnelles, aux alliances mouvantes, une expertise en défense devient essentielle. Pareil, se mouvoir à l'international nécessite de comprendre les enjeux de puissance, de connaître les conflits, d'anticiper les conflits futurs. Parce que les enjeux de défense nationale, mais également de l'Europe, nécessitent une actualisation permanente de schémas de pensée pour adapter les moyens employés à cette fin. Et ça, pareil, c'est quand même une spécialité particulièrement d'actualité. Donc cette spécialité est faite pour vous parce que vous vous passionnez, pour les rapports de force internationaux, les stratégies militaires, les enjeux de défense. Vous avez une pensée rigoureuse, une capacité d'anticipation, un intérêt pour les questions de souveraineté et de sécurité. Vous souhaitez devenir analyste ou conseiller stratégique, acteur de la politique publique de la défense française à l'échelle européenne ou aussi dans le cadre des industries de défense. Vous aspirez à vous engager intellectuellement pour comprendre et agir face aux menaces contemporaines. Le genre de cours que vous allez avoir, en plus de ceux que je vous ai cités aussi tout à l'heure, l'industrie de l'armement et la théorie de la conflictualité, ça va tourner autour de tout ce qui est alliance et grandes lignes de fracture, le rôle du renseignement dans le domaine de l'anticipation, par exemple. On est vraiment sur, des thématiques, qui sont de défense et de sécurité. Beaucoup de nos alternants travaillent au ministère des Armées et au ministère de l'Intérieur. Donc, la suite. Donc là, je vous ai présenté les 4 spécialités, qui sont, sur le titre Asie. Alors, je m'excuse, je vais juste regarder si vous avez des questions, des réponses particulières avant de passer à la suite. Alors, pardon. J'aimerais savoir quel pourcentage d'émissions, enfin ça je répondrai peut-être après. Très bien, moi, je répondrai aux questions en suspens, à la fin de la présentation parce que ça va peut-être un petit peu trop couper vu les thématiques.
Donc sur le manager de projets, de programmes internationaux humanitaires et de développement, là aussi, on est sur un titre de niveau 7. Donc pareil, vous pouvez aller sur le site de France Compétences. Il est sa référence est ANCP 37270. Donc là, on est sur un parcours qui n'a rien à voir avec le titre d'analyste, hein. C'est vraiment si vous êtes destiné à travailler dans des ONG, tout ce qui est entrepreneurs sociaux, bailleurs de fonds, des acteurs de l'humanitaire de manière générale. Donc c'est une formation qui est très opérationnelle, qui prépare les étudiants aux dimensions techniques, tactiques, stratégiques des programmes, mais évidemment aux évolutions majeures que vit le secteur, hein, notamment en ce moment avec, Donald Trump qui a coupé les aides américaines et qui impacte beaucoup le secteur en ce moment. L'enquête d'insertion des certifiés indique que 81% des répondants sont dans le marché de l'emploi 6 mois après la certification et 86% dans les activités visées. Donc, c'est exactement la même chose que tout à l'heure pour le titre d'analyste. Vous avez des gens cette formation est utile pour eux, mais sont dans des domaines très, très proches, connexes. Donc, on les considère pas tout à fait dans l'emploi pur, entre guillemets. Le salaire annuel brut moyen s'élève à 29 000 € par an et la rémunération annuelle brute médiane est à 28 000. Vous allez gagner un petit peu moins que si vous devenez analyste, c'est clair, mais vous n'êtes pas du tout dans le même secteur. Là, il y a aussi une petite particularité, c'est-à-dire que quand vous faites le programme, donc tous les programmes, hein, sont accessibles, comme je vous l'ai dit, en distanciel ou en présentiel, mais quand vous faites manager de programmes internationaux, les spécialités sont ouvertes qu'en présentiel. En fait, quand vous faites le programme en distanciel, vous aurez une semaine prévue à Abidjan. Donc, et pendant cette semaine-là, vous allez travailler sur un projet en temps réel. Vous aurez des intervenants des 3 spécialités et ce sera en rapport avec le projet. Donc, c'est pas tout à fait comme sur le titre d'analyste où les cours qui sont proposés en présentiel, exactement les mêmes sont proposés en distanciel. Sur ce programme-là, il y a quelques petites différences. Donc, je commence par le parcours stratégique. Alors, pourquoi cette spécialité? Parce que le monde humanitaire et le développement changent, et du développement, pardon, changent, que les structures doivent évoluer avec lui. Et donc, vous avez envie d'être acteur de cette évolution, parce que répondre aux crises d'aujourd'hui exige plus que de l'action, mais ça demande de repenser les modèles, les partenariats et la gouvernance, parce que piloter des projets internationaux, c'est aussi transformer les organisations de l'intérieur pour mieux répondre aux enjeux globaux. Innover dans la solidarité, c'est imaginer d'autres manières de faire, plus durables, plus éthiques, plus efficaces. Et parce qu'il faut des professionnels capables de conjuguer vision stratégique et ancrage opérationnel. Voilà. Cette spécialité est faite pour vous. Donc, si vous voulez agir à l'échelle des structures, hein, de la structure de l'ONG, si vous avez une vision à long terme, un intérêt pour la gouvernance, les politiques publiques et les modèles organisationnels, si vous voulez combiner rigueur stratégique, sens de l'éthique et engagement pour transformer le secteur humanitaire et du développement. Et puis enfin, que vous aspirez à des postes de coordination, de conseil, voire de direction, hein, au sein d'acteurs de la solidarité internationale. Le genre de cours que vous allez trouver, c'est vrai, par exemple, c'est la dimension juridique, organisationnelle et fonctionnelle des ONG. Tout ce qui concerne la gouvernance associative, ce qui concerne l'innovation et la technologie dans la solidarité internationale et comment identifier des sources de financement. Sur la spécialité opérationnelle, donc toujours pareil, hein, la même construction. Pourquoi cette spécialité? Parce qu'intervenir efficacement sur le terrain nécessite bien plus que de la bonne volonté. Ça demande méthode, agilité et stratégie. Parce que face à des urgences complexes et des besoins durables, il faut des managers capables d'agir vite et de penser loin. Parce que la solidarité internationale ne s'improvise pas, elle se construit avec rigueur, éthique et professionnalisme. Parce que l'action humanitaire et le développement durable doivent reposer sur des projets solides, pilotés par des leaders compétents. Donc cette spécialité est faite pour vous si vous avez envie d'agir concrètement pour améliorer les conditions de vie dans lesquelles des contextes de crise ou de vulnérabilité. Vous êtes bien sûr à l'aise dans les environnements multiculturels, instables ou exigeants, où il faut décider vite et bien. Si vous voulez allier engagement terrain, compétences techniques et gestion de projet, hein, pour avoir un impact réel. Si vous aspirez à devenir un professionnel capable de piloter des missions humanitaires ou de développement ou de l'urgence à long terme. Et là, le type de cours que vous allez avoir, il y a par exemple préparation et réponse aux urgences, gestion de la sécurité,
enjeux et outils, logistiques, gestion des infractions éthiques sur le terrain. Et donc je finis avec la dernière spécialité, de ce programme et de cette présentation, qui est la spécialité sur le plaidoyer et la communication d'influence. Donc pareil, une spécialité qui est reliée au parcours, de manager projets internationaux. Et donc pourquoi cette spé? Parce que transformer durablement les systèmes passe aussi par la parole, le pouvoir d'influence et la mobilisation collective. Parce que les solutions techniques seules ne suffisent pas. Il faut convaincre, sensibiliser et interpeller les décideurs. Parce que pour répondre aux grandes injustices mondiales, il faut agir sur les causes et pas seulement sur les conséquences. Parce que le plaidoyer est une arme pacifique et stratégique pour faire évoluer les politiques publiques et les mentalités. Parce que donner une voix aux sans-voix, c'est aussi construire des stratégies puissantes et légitimes d'influence. Donc là, c'est vraiment, je vous conseille cette spécialité si vous croyez au pouvoir des mots, des idées, de l'action collective pour changer le monde. Si vous aimez comprendre les dynamiques politiques, institutionnelles et médiatiques pour mieux les activer. Vous voulez défendre des causes justes, porter des voix marginalisées et influencer les décideurs. Si vous êtes à la fois stratège, engagé, créatif et que vous voulez aller, conviction et efficacité, si vous aspirez à construire des campagnes d'impact, des alliances influentes, des messages qui font bouger les lignes. Donc typiquement, le genre de cours que vous allez avoir, c'est, tout ce qui concerne les institutions multilatérales, le bilatéralisme et les acteurs non étatiques, les institutions de l'Union européenne, l'activisme et le militantisme et puis des cours de média training. Donc je vais, conclure de façon très logique en vous parlant de la première année parce que peut-être que cette présentation vous a convaincu de vous inscrire, chez nous en deuxième année pour le titre d'analyste ou pour le titre de manager, de projets internationaux. Nous, au niveau des candidatures, on intègre des étudiants qui ont déjà eu une expérience à l'étranger et qui ont un bon niveau en relations internationales. Donc si jamais vous sentez qu'il y a une des 2 conditions qui est pas tout à fait remplie, vous pouvez très bien vous inscrire en première année de relations internationales qui chez nous est conçue un peu comme une année de remise à niveau pour justement vous proposer les 2 années suivantes de manière sereine. Donc vous allez acquérir toutes les grilles de lecture pour mieux appréhender, l'environnement international, développer votre esprit critique, vos capacités d'analyse, de rédaction, de présentation et évidemment préparer votre insertion professionnelle. Donc là, vous allez avoir vraiment des cours sur tous les enjeux, géopolitiques transverses. Donc, ça peut être les enjeux de genre, des cours, sur tout ce qui va concerner, la géopolitique du sport, des choses auxquelles on s'attend moins. Évidemment, des cours de zone avec les différentes zones d'influence au niveau mondial et puis des cours sur les institutions, du multilatéralisme et du bilatéralisme. Je vais arrêter le partage de l'écran et vérifier, vos questions, les réponses à vos questions. Alors pardon, je commence par la première. Donc, j'aimerais savoir quel est le pourcentage d'admission en M1 de personnes en reconversion? Alors sur les personnes en reconversion, il y a, j'ai pas la donnée exacte. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous soyez en reconversion ou pas, vous passez exactement le même process d'admission. Donc à partir du moment où vous avez un projet professionnel qui est bien défini dans l'international et sur un des 2 métiers et donc il y a pas de pourcentage particulier, hein, sur les candidats. Les candidats qui sont admis en M1, c'est à peu près un dossier sur 3. Ensuite, j'ai suivi le bloc de compétences leadership et géopolitique à Neoma, donc partenaire, de l'IRIS-SUP. Je souhaiterais savoir si cela peut être accepté pour intégrer votre formation. Alors, et en particulier l'entrée directe en deuxième année. Alors du coup, ça ne suffira pas pour intégrer directement en deuxième année. Ce qu'il faut pour intégrer directement la deuxième année, c'est avoir un bac+4 validé. Donc ça veut dire, si vous avez déjà un master 1 ou si vous êtes en cours de master 1, voilà, il faudra nous donner, la validation définitive, à la fin de l'année quand vous aurez réussi vos examens. Mais c'est possible. Si jamais, vous n'avez pas un master 1, pour entrer directement en première année, là, il faut avoir un bac+3 validé. Alors pardon.
Alors, je suis diplômée de l'école de commerce Neoma. Je n'ai pas fait de géopolitique dans ma formation. Je souhaiterais savoir si je peux tout de même intégrer la formation géopolitique et prospective. Donc, c'est la même réponse. À partir du moment où vous avez un validé, vous pouvez candidater directement en deuxième année. Lors du processus, vous rencontrerez un recruteur. Le recruteur va estimer votre niveau en géopolitique. C'est-à-dire que même si vous n'en avez jamais fait, on va vérifier que c'est un sujet d'intérêt pour vous, que vous faites un travail de veille, que voilà, vous voulez aller plus loin, etc. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on va vous prendre directement en deuxième année, mais c'est possible. Et si le recruteur en décide autrement, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous proposer de rentrer plutôt en première année. Avec une entrée directe en M2 à Héri-Sup, est-il possible d'obtenir le master de l'IPAG de Brest? Donc oui, c'est possible puisqu'on a un partenariat avec l'IPAG, de Brest. Donc vous aurez des cours supplémentaires à suivre et par un système d'équivalence à la fin de l'année, si évidemment vous réussissez et les, évaluations d'Héri-Sup et les évaluations de l'IPAG, vous aurez un double diplôme. Alors, pardon, je vais vérifier les questions. Hop. Alors, quel est le pourcentage de vos étudiants de M1 qui sont en alternance? Alors, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'offres d'apprentissage en aérien, ce qui peut être compliqué qui peut rendre compliqué le financement de la formation. Alors, je vous confirme qu'il n'y a pas énormément d'offres d'apprentissage en aérien parce que, alors il y a plusieurs raisons à ça. C'est que quand vous rentrez chez nous en quatrième année, en fait, votre alternance doit couvrir les 2 années d'alternance. Donc, il y a beaucoup d'employeurs qui rechignent un petit peu à s'engager d'un point de vue financier sur 2 ans, notamment des employeurs publics, hein, parce que bon, on a vu qu'il suffit que le budget soit pas voté, toutes les offres d'alternance ont connu un vrai coup d'arrêt, hein, dans le secteur public. Donc, s'engager pour 2 ans, ça fait peur à beaucoup d'employeurs, hein, encore une fois, publics et privés. Et la deuxième chose, c'est que quand vous rentrez en première année d'alternance, mais en vrai, les compétences professionnelles, c'est pas ce que vous voyez en premier. Donc l'employeur peut se dire: «Mais moi, je préfère prendre des deuxièmes années», parce que les deuxièmes années sont tout de suite professionnalisées et on sait qu'ils sont formés correctement à RISUP. Les premières années, ils sont pas encore, peut-être pas encore assez compétent aux yeux de certains. Et encore une fois, et en plus, hein, quand vous signez un contrat d'apprentissage sur 2 ans, il y a des employeurs qui se disent: «Mais moi, je peux pas faire évoluer les missions que je vais lui proposer sur 2 ans». Donc, ils ont peur qu'il y ait quelque chose, enfin, à un moment, une démobilisation, de l'apprenant qui va se retrouver à faire un petit peu la même chose pendant 2 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'offres d'apprentissage et oui, ça rend forcément compliqué le financement de la formation parce que du coup, il y a pas de prise en charge employeur. Alors, est-ce que le stage de N2 peut être remplacé par un mémoire de recherche? Non. C'est-à-dire que quand vous candidatez en M2, pour obtenir le titre, on doit prouver que vous avez effectué une expérience professionnelle de 455 heures. Ce qui veut dire que soit vous avez été alternant, soit vous avez fait un stage d'environ 3 mois. Il peut y avoir des dérogations. Alors, si et seulement si vous êtes actuellement en poste justement en reconversion professionnelle et que votre employeur vous offre la possibilité de travailler sur des sujets qui sont en lien avec la formation que vous allez faire, donc soit analyste, soit manager de projets internationaux. Et là, il faut en discuter de toute façon avec l'école puisque c'est le service des expériences professionnelles qui va valider que votre stage va être remplacé par votre expérience pro. Mais en tout cas, ça peut pas être remplacé par un mémoire de recherche, ça c'est sûr, vous aurez un mémoire professionnel à faire. Quelles spécialités de la formation analyste en stratégie internationale sont plébiscitées par vos étudiants entre guillemets «seniors»? Alors, heu, toutes. Là, avec peut-être une petite, préférence en général pour défense et sécurité. Hem La formation de l'IPAC de Brest est-elle accessible aux étudiants qui suivent la formation à distance pour les managers de projets internationaux? Alors, là, j'ai un petit doute, donc j'avoue, je vais te laisser Laura répondre sur l'IPAG.
Comment rentrer en contact avec le bureau des expériences professionnelles? Vous avez le contact sur le site internet. Vous avez plusieurs adresses, il y en a une par bureau en gros, donc vous pouvez les contacter directement. Alors, je possède un bac+3, titre à l'étranger en sciences militaires. Est-il possible d'intégrer la première année de relations internationales? Il faut candidater et nous, on étudie le diplôme que vous avez pour vérifier qu'il y a bien une cohérence, par rapport au niveau qu'on demande. Mais, on accepte un certain nombre la plupart des diplômes étrangers. Donc, a priori, il y a pas de problème. En tout cas, ça vous empêche pas de candidater. Mmh. Alors, pouvez-vous parler de l'alternance en MPI première année? Est-ce que les alternants et non alternants suivent les mêmes cours? Est-ce qu'en général les personnes trouvent une alternance? Est-ce que si on ne trouve pas d'alternance, on fera alors un stage alterné ou un stage de fin d'année? Si nous ne trouvons pas d'alternance et les emplois du temps seraient presque alors, si les cours sont identiques, que vous soyez alternant ou pas alternant, c'est-à-dire vous aurez cours le lundi et mardi et donc ça vous laisse le mercredi, jeudi, vendredi, soit pour un stage alterné, soit pour une alternance. Et soit à ce moment-là, vous pouvez faire, autre chose, travailler vos cours, mais et réserver le stage, pour la fin de l'année, une fois que les différents examens seront passés. Donc, est-ce qu'en général les personnes trouvent une alternance? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la première année, c'est plus difficile de trouver une alternance qui fait première et deuxième année qu'une alternance qui fait totalement la deuxième année. Est-il possible de trouver une alternance à l'étranger? Donc non, pas d'alternance à l'étranger. Par contre, vous pouvez faire des stages à l'étranger et là, c'est aussi ce que permet, par exemple, les parcours à distance. Pas hésiter à s'inscrire si jamais vous avez une offre de stage très intéressante à l'étranger. Bah, du coup, prenez les cours du soir, l'option cours du soir, comme ça vous pouvez, faire le stage et suivre la formation. Par rapport à l'alternance, l'étranger, non, mais pareil, si vous êtes en cours du soir, bah, en formation à distance, vous pouvez très bien envisager une alternance ailleurs qu'à Paris. Alors, j'aimerais savoir, s'il y a des aides financières ou des bourses disponibles pour le financement. Donc, il y a pas de bourse disponible et les aides financières, moi, c'est pareil. Je vous invite à aller sur le site où vous avez, les possibilités de financement par le CPF, France Travail, enfin et cetera, où tout est expliqué, très en détail. Donc ces formations sont-elles disponibles en distanciel? Oui, sauf la spécialité, sur la géopolitique des mondes agricoles et la sécurité alimentaire. Et pareil, avec le petit bémol sur le parcours, manager de projet international où en fait, il y a pas de spécialité, mais il y a une semaine à Abidjan où vous gérez un projet en direct et où un peu toutes les spécialités sont abordées. Alors, dans quel lieu se déroule la soutenance et la remise de diplômes pour les managers, de projets internationaux à distance? Donc, bah, la remise des diplômes, elle a lieu, en France, donc et c'est déjà prévu, ce sera en mars 2026. Donc et la soutenance, alors oui, pour les étudiants qui sont en distanciel, il y a une semaine d'examen en présentiel, obligatoire et là, ce sera, bah, sur Paris, dans les locaux, de l'école. Pardon, je récupère les questions qui ont pas été répondues. Mmh. Moi, ça défile pas bien. Alors, concernant les candidatures, est-il possible que l'attestation certifiant un niveau B2 minimum d'anglais soit soumise exceptionnellement après le 20 juin comme document complémentaire? Alors,
Non, il faut que votre dossier de candidature soit complet pour être étudié. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur un site gratuit, donc je ne vais pas citer, et vous tapez test de niveau en anglais gratuit, et vous nous envoyez la preuve qui vous donne au moins un B2, et ça peut suffire pour que votre dossier de candidature soit étudié. Et ensuite, vous nous donnez le document qui est plus officiel. Il faut savoir que quand vous passez le test de recrutement, hein, que vous passez l'entretien avec le recruteur, il y a une partie du recrutement qui se fait en anglais. Donc, si jamais vous avez menti sur votre niveau d'anglais, il verra très vite. Alors, j'ai un cas très particulier. Je suis de formation médicale, j'ai des appétences en géopolitique, je maîtrise quelques langues étrangères. Est-ce suffisant? Ah, sachant que je n'ai pas de vision claire sur les débouchés ni un projet, puis-je quand même postuler pour la première année ou dois-je plutôt peaufiner mon projet d'abord et comment? Peut-on avoir un soutien pour définir un projet afin d'être pertinent? Alors non, nous, on vous délivrera pas de soutien avant que vous ayez, été admis à l'école. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez déposer votre dossier. Évidemment, vous allez être interrogé sur votre projet professionnel, s'il n'est pas encore défini, bon, je vous invite à peut-être patienter 1 an pour le peaufiner un petit peu plus. Ou alors si vous avez des idées qui sont suffisamment claires, mais que vous n'êtes pas encore complètement sûr de vous, parce que, à la base, vous êtes de formation médicale, donc ça peut s'entendre. Il y a aussi l'année de césure qui vous est offerte. Donc l'année de césure, c'est la possibilité d'être pris en première année, de faire sa première année, évidemment de la réussir, de la valider, de dire: «Moi, j'ai besoin d'1 an pour justement affiner mon projet professionnel». Donc là, il faut que la lecture soit acceptée par l'école. C'est-à-dire, nous, on vérifie bien la qualité de votre projet professionnel, qu'il est bien en lien avec la formation que vous avez, et on s'engage à garder la place en deuxième année. Et là, il faut être accepté aussi en deuxième année. C'est pour ça que je dis c'est important d'avoir validé son master 1 et de l'avoir validé de manière très correcte, puisque nous, il faut qu'on soit sûr que vous réussissiez la deuxième année pour vous réserver la place. Alors, serait-il possible de faire une alternance d'1 an uniquement à M1, puis de rechercher une nouvelle alternance pour le M2? Donc non, ça, c'est pas possible. C'est une obligation de signer un contrat d'alternance sur les 2 ans. Pourquoi? Parce que nous, on donne la certification professionnelle à la fin de la deuxième année. Donc, il faut que votre alternance, au moment où vous la commencez, il faut que cette deuxième année soit couverte par l'alternance au moment où vous la commencez. Vous commencez l'alternance, pardon, pas la deuxième année. Donc voilà. Donc non, c'est pas possible de faire l'alternance sur 1 an, puis de casser le contrat et d'en faire un autre. Alors, combien de temps a-t-on pour trouver une alternance après le début des cours? 3 mois. Alors, est-ce qu'une part de la rémunération de l'alternance revient à l'étudiant ou est-ce que l'entièreté de la rémunération sert au financement de la formation? Alors, j'espère bien comprendre la question. Il faut savoir que quand vous êtes alternant, en fait, votre employeur va régler tous les frais de scolarité à l'école et va vous verser un salaire. Voilà, donc logiquement votre part de rémunération, vous avez l'entièreté de votre part. C'est 2 choses qui sont bien différentes. Alors, serait-il possible d'en savoir plus sur l'entretien d'admission? Donc, quels sont les types de questions posées? Alors, entretien d'admission. Alors, au niveau du process de candidature, vous allez déposer votre dossier sur le site. Les dossiers sont acceptés jusqu'au 20 juin. Alors, suivez notre actualité sur les réseaux sociaux ou sur le site parce que s'il reste des places, évidemment, on laisse les inscriptions ouvertes et on donne un délai supplémentaire. Mais là, la prochaine session de fin d'inscription, c'est le 20 juin. Vous déposez votre dossier, on vérifie toutes les pièces sont bien présentes et sont cohérentes. Ensuite, si, on pense que votre niveau est satisfaisant, on vous met en relation avec un recruteur. Le test va être donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir quelques questions posées en anglais, ce qui permet de vérifier votre niveau d'anglais. Il va y avoir, des questions sur, votre appétence à la géopolitique. Ça peut être des questions sur comment vous entretenez votre veille sur cette actualité. Ça va être des questions évidemment sur votre projet professionnel, hein. J'ai tendance à un peu tout ramener à ça, mais parce que encore une fois, c'est pas un diplôme que vous allez avoir à l'école, mais une certification professionnelle. Donc, il faut que vous sachiez exactement pourquoi vous venez à l'école, quel métier vous visez plus tard
et il va vérifier la cohérence, de votre parcours et de votre projet professionnel. Donc il va vous poser des questions sur vos expériences à l'étranger, sur vos expériences associatives, sur, voilà, il faut que vous présentiez un projet cohérent entre le parcours scolaire, académique que vous avez eu jusqu'à présent, vos activités, personnelles, vos, stages, éventuellement certains emplois ou précédentes alternances et puis, le l'avenir, comment vous voyez dans l'avenir, sur quel genre de poste et cetera. Alors de combien de places disposez-vous pour la première année? Donc il y a exactement 105 places en première année, en présentiel et 60 en distanciel. Donc et combien de candidatures recevez-vous? En gros, on accepte un dossier sur 3. À la fin du M1, a-t-on un diplôme ou une attestation? Vous avez un diplôme école, donc c'est vraiment une attestation qui vous donne droit à 60 crédits ECTS, mais ça correspond pas, à un diplôme qui est reconnu, par l'État. Ah oui. Et sélectivité pour l'entrée en M2, on est à peu près à un dossier sur 2 et ça dépend des filières, mais en gros, c'est un dossier sur 2. Alors, j'ai une question sur, «Bonjour, je viens d'une prépa ECG spécialité maths et géo pro. J'ai fait 3 ans de prépa, je pourrais acquérir 180 crédits ECTS. Retenez-vous parfois ce genre de candidature?» Alors non, on ne les retient pas parce qu'en fait, c'est pas seulement les 180 crédits ECTS dont on a besoin, mais c'est vraiment d'un niveau bac+3 validé pour pouvoir, vous inscrire à un titre référencé auprès de France Compétences comme un niveau 7. Parce que je ne peux pas délivrer, le titre à quelqu'un qui n'a pas eu le niveau précédent. Or, comme vous avez bien fait 3 années après le bac, d'où vos 180 crédits CITES, mais vous n'avez pas un niveau bac+3 parce qu'en fait, vous avez fait une première année et 2 fois la deuxième année. C'est un peu comme si quelqu'un venait me voir en me disant: «J'ai fait une première année de 3 que j'ai largement réussi, j'ai fini avec 18 de moyenne, j'ai mes 60 crédits ECTS parce que j'ai jamais raté un cours et cetera. Après mais je me suis aperçue que c'était pas ça que je voulais faire, donc j'ai fait une première année d'histoire que j'ai réussi brillamment aussi, donc il a encore eu 60 crédits STS, mais je me suis aperçue que c'était pas ça que je voulais faire, donc j'ai fait une année en géopolitique où qu'il a brillamment réussi aussi et il a encore obtenu 60 crédits ECTS, donc il a bien ses 180 crédits ECTS, mais il a pas un niveau bac+3, il a juste fait 3 années après le bac. Donc c'est un peu ce raisonnement-là qu'il faut tenir. Donc du coup, c'est pas suffisant d'avoir fait, une prépa et d'avoir 180 pardon, crédits ECTS. Alors, quels sont les métiers occupés pour la spécialité géopolitique agricole de façon générale? Alors, comme c'est la première année de lancement de c'est l'année de lancement, pardon, de cette spécialité, j'ai pas encore les métiers exacts qui sont occupés. Il faut savoir que cette spécialité, a été ouverte parce que quand on a fait justement les enquêtes d'insertion pour redéposer le titre d'analyste, on s'est aperçu qu'on avait certains analystes qui travaillaient dans des, géants de l'agroalimentaire, dans des chambres de commerce et d'industrie, et qui travaillaient sur les questions relatives, à l'agriculture, donc vraiment de manière, très précise ou très générale. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Mais je peux pas encore vous donner une liste de métiers, précis. Alors, bonjour. Est-ce qu'une personne diplômée en L3 STAPS, sciences du sport, peut postuler en M1? Bah, oui.
Alors par contre attention, je vois la géopolitique du sport, il y a pas de spécialité géopolitique du sport en M1, hein. C'est un des cours de M1 que j'ai cité comme exemple parce qu'on considère que c'est un enjeu géopolitique transverse. Donc mais il y a pas ça n'existe pas, hein, le parcours, géopolitique du sport. Je reprécise parce que comme je vois beaucoup de questions, par rapport à ça sur, tout ce qui est, alternance, faire signer un contrat d'alternance en M1 et signer un contrat d'alternance après en M2, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que en fait, vous ne pouvez pas signer un contrat d'alternance pour la première année que pour un an parce qu'il y a pas de titre RNCP qui est relié à cette année. Et le titre RNCP est relié à la deuxième année, donc c'est pour ça qu'il faut faire l'alternance sur 2 ans. Combien y a-t-il de places en M2? Alors en M2 présentiel, en défense et sécurité, il y a 60 places. Il y en a 50 en géopolitique et prospective. Il y en a 40 sur le parcours de géoéconomie et il y en a 30 en agriculture. Alors, serait-il possible d'intégrer la formation géopolitique prospective sans disposer d'une licence en faisant reconnaître mon niveau équivalent par des certifications, validations d'acquis ou d'autres options possibles? Alors, c'est possible d'intégrer la formation géopolitique et prospective sans avoir, alors c'est outre la licence, c'est même un master 1 qu'il faut, puisqu'il faut avoir validé un bac+4. Alors c'est possible si vous passez par le procédé de VAPP. Donc ça, c'est quand vous déposez votre dossier de candidature, vous sélectionnez, cette option-là. Donc la VAPP, nous, on va étudier votre dossier en se basant sur toutes les expériences professionnelles que vous avez eues, les anciens diplômes que vous avez eus. Si jamais on a des questions complémentaires, on peut vous appeler. Mais dans l'absolu, c'est possible, mais c'est très, très limité comme dispositif. Donc lisez bien les différentes conditions sur le site avant de déposer votre dossier. Alors, les places en distanciel, en géopolitique et prospective, en fait, en distanciel, tous les parcours sont limités à 60 places. Alors, est-il possible de suivre un cursus M2 en distanciel, en parallèle d'un autre M2? Bah, oui, ça va vous faire beaucoup de travail, mais il y a pas d'opposition à ça parce que de toute façon, vous n'êtes pas obligé de nous dire que vous suivez un autre M2 en parallèle. Par contre, être, vigilant parce que l'expérience professionnelle va pas pouvoir être forcément compatible avec les 2. Et nous, si vous faites pas une expérience pro à côté, donc encore une fois, soit alternance, soit stage de 3 mois, bah, vous allez pas pouvoir valider votre, certification professionnelle. Voilà, donc juste, mais vous pouvez très bien, si le M2 que vous faites à côté ne nécessite pas d'expérience pro, c'est quelque chose, voilà, qui va être lourd pour vous, mais possible. Alors, en M2, quel est le pourcentage d'étudiants issus du M1 de l'IRSSUP et celui des étudiants venant de l'extérieur? Alors ça varie tous les ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc cette année, on avait 105 étudiants en M1. Il y en a 97 qui ont déposé un dossier pour passer en M2 chez nous, toutes, spécialités confondues, hein, et les 2 titres confondus, et qu'on en a pris, 50. À date, là, on en est à 50. Ouais. Donc le reste, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Alors, le taux d'admission en distanciel M2, ça c'est pareil, c'est des chiffres qui varient beaucoup d'une année à l'autre. Heu, Nous, on n'est pas, enfin, on exige une expérience, on exige un niveau académique, hein, mais à partir du moment où il y a des places, on prend les gens. Donc ça dépend, le taux d'admission dépend du nombre de dossiers. Il y a certaines spécialités, où, on en est à une vingtaine de dossiers déposés. En fait, tous les candidats ont été pris parce qu'ils sont très bons. Et puis on a d'autres spécialités où on en est à 200 dossiers déposés et on en a que pour l'instant, on n'a pris que 50, quoi. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour s'inscrire en M2? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Encore une fois, par contre, à faites bien attention aux projets professionnels, si vous êtes en reconversion, ce genre de choses, parce que vraiment, c'est ce qui fera, ce qui motivera qu'on prendra votre dossier ou pas, qu'on acceptera votre candidature, c'est qu'il y ait bien un projet pro avec un vrai débouché, derrière. Si vous voulez vous inscrire parce que la formation est super intéressante et que vous voulez développer votre culture générale, ça va pas répondre, à vos besoins, parce qu'il y a vraiment ce côté, professionnalisant et vous aurez besoin d'une expérience pro à côté. Alors actuellement en M1, je recevrai la validation de l'année qu'en juillet, puis-je postuler pour une entrée en M2? Oui, vous pouvez postuler, par contre, il faudra nous donner votre parchemin d'obtention du M1 dès que vous l'avez. Ah bon, en principe, à la fin, en juillet, vous aurez au moins l'attestation de réussite. Et heu et voilà, et si jamais vous ne donnez pas entre, les cours qui auront lieu entre septembre et décembre, vous ne serez pas convoqué à la première session d'examen. C'est-à-dire que nous, il y a vraiment une vérification très stricte, hem, donc vous passez pas vos examens si vous n'avez pas les diplômes, validés. Alors, si j'ai bien compris, en intégrant la deuxième année du master, on est obligé de suivre une alternance de 2 ans pour valider le diplôme? Non, c'est si vous rentrez en première année de master et que vous voulez passer par le biais de l'alternance, à ce moment-là, il va falloir que vous signiez un contrat alternance sur 2 ans. Si vous rentrez directement en deuxième année, évidemment, vous faites l'alternance que pour la deuxième année. Vous signez pour un an. Alors, quand est-ce que les réponses d'admission arrivent? Alors, les réponses d'admission arrivent, sous 48 heures après la commission. Donc, tout à l'heure, je me suis arrêtée au niveau de l'entretien avec le recruteur. Le recruteur, à la fin de votre entretien, il va rendre un avis, donc favorable, défavorable ou partagé. Et donc nous, on se réunit toutes les 3 semaines en commission où on prend tous les dossiers des étudiants qui ont été, pré-étudiants en avis favorable. On les classe et donc après on va prendre les meilleurs et donc vous avez les résultats, d'admission, sur, ouais, à peu près 48 heures maximum après la fin de la commission. Donc la dernière commission était le 11 juin, la prochaine est le 3 juillet. Voilà. Celle du 3 juillet étudiera tous les dossiers qui seront déposés en gros entre maintenant et le 20 juin. Alors, pour la formation à distance manager de projets internationaux, peut-on terminer le stage après la fin de la formation, par exemple en septembre-octobre, c'est le nombre des heures, et si oui, à quelles conditions? Et sinon, peut-on faire le stage la deuxième année? Dans ce cas, quels sont les frais? Alors là, j'ai pas le chiffre en tête, mais si jamais vous n'avez pas fait votre expérience professionnelle l'année, votre année d'inscription, vous pouvez refaire une année. On dit que vous reconduisez l'année. Donc pour faire votre expérience professionnelle, ça a un coût, mais que je n'ai plus en tête, mais qui est indiqué sur le site internet. Alors, suite à l'obtention du M1 et si vous ne retenez pas la candidature pour la M2, quelles sont les solutions pour les étudiants? Avez-vous des partenariats avec d'autres écoles? Non, on n'a pas de partenariat avec les autres écoles. Donc, nous, on vous délivre une attestation comme quoi vous avez validé 60 crédits ECTS et puis, vous pouvez présenter votre dossier, dans d'autres écoles. Alors, à quelle période la première commission d'admission a-t-elle lieu? Alors, en principe, elle a lieu fin mars. Fin mars, début avril. Alors, si j'ai bien compris, on a 3 mois pour trouver une alternance à compter du début de l'année. Comment se passe la prise en charge de la formation pour les 3 premiers mois si l'alternance n'est pas trouvée? Eh ben, c'est vous qui devez payer les frais d'inscription et enfin tous les frais, l'ensemble des frais de scolarité. Alors, quel est le coût du dépôt du dossier d'inscription? C'est 120 euros.
Alors actuellement inscrite en M1, je souhaite candidater intégrer votre master 2 l'année suivante. Est-il possible de rentrer pour la ren de postuler, pardon, pour la rentrée septembre 2026? Non, c'est pas possible, il va falloir attendre encore un petit peu, et bah, candidater à partir de mars 2026. Alors, serait-il possible de savoir si les étudiants rencontrent des difficultés à trouver une alternance d'un an en deuxième année? Donc non, pas du tout, hein, c'est 95 de nos étudiants, donc ils ont pas du tout de problème. Dans ce cas, IRISU propose-t-elle un accompagnement ou un soutien dans la recherche d'entreprise? Oui, vous avez un accompagnement, par le bureau des expériences professionnelles. À partir du moment où votre inscription est définitive, c'est-à-dire tous les dossiers, complétés, le premier tiers, versé, le 1er tiers réglé, vous êtes dans des groupes LinkedIn où, on donne, évidemment les offres d'alternance uniquement à nos étudiants. Il y a, voilà, et les partenariats qu'on a avec certains, ministères, voilà. On a beaucoup d'étudiants qui sont placés en alternance depuis que le CFA existe et du coup, on a souvent des employeurs qui reprennent un alternant tous les ans et qui cherchent en priorité des étudiants IRIS-Sup. Donc du coup, bon, on a, rarement des candidats qui restent sur le carreau sur l'alternance. Alors, si le dossier n'est pas retenu pour le M2 géopolitique prospective car le projet pro a besoin d'être affiné, le recruteur peut-il orienter vers le M1 s'il sent que c'est le véritable objectif? Oui, il peut. Pardon, parce que je vois que Laura est en train de répondre en direct à d'autres questions, donc je ne veux pas prendre les mêmes. Alors, pardon, j'essaye de trouver une dernière question. Alors, concernant les aides financières, est-ce que cette formation est éligible aux bourses d'État, bourses d'ambassade françaises? Si vous avez une idée particulière, n'hésitez pas à prendre contact avec le bureau d'expérience professionnelle parce que eux pourront répondre à votre question. Mais là, à date, il n'y a pas vraiment de partenariat pérenne sur ce genre de choses. Donc, il est 14 heures, la séance se termine. Merci beaucoup d'y avoir participé aussi nombreux et j'espère avoir répondu à vos questions. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site. N'hésitez pas à aller sur le site ou à nous poser des questions. Merci beaucoup.